Et si les premiers grands explorateurs des Amériques n'étaient pas ceux que l'on croit? Et s'ils venaient d'Afrique? C'est la thèse assez fascinante, il faut le dire, du professeur Akiri Silla. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces arguments pour explorer cette piste d'une possible origine africaine des peuples Olmèques et Caraïbes. Alors pour commencer cette enquête, on va s'appuyer sur une intuition de Champollion lui-même. Rien que ça. Le déchiffreur des hiéroglyphes disait en substance « Pour retrouver la trace de peuples disparus, c'est vers l'Égypte qu'il faut se tourner ». C'est exactement ce qu'on va faire. L'outil principal de cette exploration, c'est ce qu'on appelle la toponymie. L'idée, c'est simple. Les noms de lieux ne sont jamais choisis au hasard. Ce sont de véritables archives, des sortes de capsules temporelles linguistiques qui ne demandent qu'à être ouvertes pour raconter leur histoire. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Le premier pilier de l'argumentation, c'est cette méthode qui consiste à utiliser les noms comme de véritables preuves historiques. Ici, le professeur Silla, en s'appuyant sur les travaux du chercheur N. Elocha, fait une distinction qui est absolument cruciale. Chez nous, en Occident, un nom de lieu peut être complètement arbitraire. Prenez Saint-Pierre-et-Miquelon, ça ne nous dit rien sur la géographie du lieu. En revanche, dans la tradition africaine, un nom, c'est une vraie carte. Il va décrire la nature, une fonction, une histoire. C'est cette richesse d'informations qui en ferait une source historique fiable. D'accord, mais si des peuples du delta du Nil vont vraiment voyager jusqu'aux Amériques, il y a une question énorme qui se pose. Comment diable ont-ils fait pour traverser l'océan? La première piste nous vient d'Hérodote. L'historien grec nous raconte une expédition commandée par un pharaon pour faire le tour de l'Afrique. Il note un détail qui lui paraît complètement fou. Les marins auraient eu le soleil à leur droite. C'est drôle, parce que ce détail qu'ils ne pouvaient pas croire, eh bien pour nous, aujourd'hui, c'est la preuve irréfutable qu'ils avaient bien passé l'équateur. Et ce qui n'était qu'un vieux texte est aujourd'hui de plus en plus confirmé par l'archéologie moderne. On a retrouvé des restes de navires de haute mer, vraiment conçus pour affronter l'océan, et non plus seulement les eaux calmes du Nil. Tout ça prouve que les Égyptiens avaient la technologie pour se lancer dans de telles expéditions, bien plus tôt qu'on ne l'a longtemps pensé. Et la preuve n'est pas que dans la pierre, elle est aussi dans les mots. Le professeur Silla montre comment des termes essentiels à la navigation, comme « car », qui veut dire « bateau » en égyptien ancien, se retrouvent quasi à l'identique dans des langues d'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, comme « cal » ou « gal ». Cette permanence des mots, c'est la trace d'une profonde continuité des savoir-faire maritimes. C'est fascinant. Allez, maintenant, on arrive au cœur du réacteur, au plat de résistance. Voyons comment cette analyse des noms de lieux est concrètement appliquée au continent américain. On commence avec un nom que tout le monde connaît, Mexico. Officiellement, son origine elle est floue. Il y a des dizaines et des dizaines d'hypothèses. La plus populaire parle d'un lien avec la Lune et un lac au milieu du lac de la Lune. Et c'est là que la thèse devient vraiment passionnante. D'après Silla, ce puzzle de l'étymologie de Mexico, qui hésite entre lune et lac, trouve sa solution dans l'égyptien ancien. Le mot égyptien « Meri » signifie lac, oui, mais aussi lac céleste, c'est-à-dire le ciel. Mexico ne serait donc pas juste le milieu du lac, mais le milieu du ciel sur le lac. Une image beaucoup plus poétique, très cosmologique et très égyptienne. Et l'analyse va encore plus loin. Elle s'attaque au nom même du continent, America. Alors oubliez Amerigo Vespucci un instant, Silla propose une connexion directe avec Meïka, qui est un des noms du dieu Osiris. Et pas n'importe quelle forme d'Osiris, celle qui était vénérée dans le delta du Nil, c'est-à-dire le point de départ supposé de ces anciens voyageurs. La cohérence est là. On a posé les bases, la méthodologie, les preuves maritimes. Maintenant, voyons comment tout ça se connecte directement aux peuples qui nous intéressent, les Olmèques et les Caraïbes. Le tout premier indice, il est visuel. Quand l'explorateur José María Melgar y Serrano tombe sur la première tête colossale Olmec en 1869, sa réaction à chaud est immédiate. Il décrit des traits de type éthiopien, un terme qu'on utilisait à l'époque pour désigner les peuples d'Afrique noire. Alors que les traits du visage en fait couler beaucoup d'encre, le professeur Silla nous invite à regarder un détail qu'on ne montre presque jamais, un détail caché. La réponse est là, sculptée à l'arrière des têtes, des tresses. Des tresses complexes, très stylisées. Pour le professeur Silla, ce n'est pas un simple détail esthétique. C'est un marqueur culturel, une signature sans équivoque. Une coiffure typique de la très haute noblesse africaine. C'est un peu trop précis pour être une simple coïncidence, non? Et le nom Olmec lui-même, alors? Eh bien, selon cette analyse, il ne viendrait pas d'une langue locale. Il proviendrait de Ur-Mek, un titre égyptien qui désignait un très haut fonctionnaire du delta du Nil. Encore une fois, cette région précise du nord de l'Égypte. Et on applique la même logique au mot Caraïbes. Il ne s'agirait pas d'un mot indigène, mais d'un terme égyptien composé qui décrirait deux choses à la fois. La géographie du lieu, Kara, l'arc que forment les îles, et le but du voyage, Karab, l'expédition. Le nom contiendrait donc à la fois la carte et la mission. C'est assez incroyable.
Pour finir, le professeur Sylla inscrit sa thèse dans la lignée d'un penseur absolument majeur, le savant sénégalais Cheikh Anta Diop. Diop, dont les travaux postulaient justement une prédominance culturelle et technique de l'Afrique aux origines des grandes civilisations. Et donc, on termine sur une question vertigineuse. Si les noms de lieux, les mythes, les cultures à travers le monde peuvent être éclairés, voire décodés, grâce à la langue et à la culture de l'Égypte ancienne, est-ce que ça ne veut pas dire qu'une partie de l'histoire du monde reste encore à réécrire ?